travaillé sur ce sujet durant ma thèse. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous présenter les travaux de ma thèse, qui sont beaucoup trop pointus pour être facilement distillés, mais je vais vous présenter quand même des choses sur lesquelles j'ai écrit dans mon manuscrit et puis que j'ai présenté lors de ma soutenance, parce que je me suis attaché à faire une grosse partie d'historique de mon sujet, et c'est cette partie qui faisait, disons peut-être 5-10 minutes dans ma soutenance que j'ai étendue pour en faire quelque chose d'une heure maintenant. Alors effectivement, Thérèse l'a dit, les supernovas, c'est des étoiles qui arrivent en fin de vie et qui meurent en explosant. Donc on aura le temps de rentrer un peu dans les détails de ce phénomène. Ce qui peut surprendre au premier abord, parce que si vous avez l'habitude de regarder le ciel la nuit, les étoiles, je pense que vous voyez à peu près toujours les mêmes depuis que vous êtes né, que vous avez commencé à regarder le ciel. Les constellations n'ont pas trop évolué. Et d'ailleurs, pendant longtemps, beaucoup de peuples, de civilisations, ont pensé que les étoiles étaient immortelles. Et on va s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors une étoile qui explose, d'un point de vue énergétique, c'est quelque chose qui est absolument délirant. On ne peut plus raisonner, on ne peut plus comprendre ce que c'est que cette sorte de grandeur. C'est plus des milliards de joules, l'unité classique du physicien en énergie. On est à des échelles qui sont complètement invraisemblables. Et c'est cet aspect-là, ainsi que la durée très brève du phénomène, qui fait que c'est probablement un des premiers phénomènes qui a été observé par les êtres humains, le premier phénomène astronomique, parce que quand vous avez quelque chose comme ça qui se produit dans votre ciel, vous avez un objet lumineux qui va être plus lumineux que tout ce que vous voyez d'autre, à l'exception évidemment du Soleil. Mais si on verra, on reviendra dessus avec quelques exemples historiques, ça peut être suffisamment lumineux pour être vu en plein jour, ce que vous n'avez probablement jamais vu pour des étoiles, ou même des planètes pour les voir avant que le soleil soit couché, c'est un petit peu compliqué. Là, les objets dont on va parler, ils sont suffisamment lumineux pour ça. Alors la plus vieille observation, on ne sait pas trop, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a eu une qui a été proche de nous, très très proche, il y a 500 000 ans. On n'ose même pas imaginer ce que les hommes préhistoriques qui vivaient sur Terre à cette époque-là ont vu et ce qu'ils ont ressenti. Voilà. Alors l'image qui est en fond, on en reparlera assez abondamment, évidemment je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est un c'est un cadavre d'étoile, on peut appeler ça ce qu'on appelle un rémanent de supernova. Et celui-ci a une histoire extrêmement importante dans tout ce que je vais raconter. Alors comme j'ai dit en introduction, je vais commencer par un petit historique des observations. Mais avant ça, j'ai 2 slides blanches dans ma présentation. Voilà la première de ces slides blanches. Parce que c'est les slides où c'est moi qui vous pose une question. Pourquoi on faisait de l'astronomie dans l'Antiquité? Alors devant, on propose pour s'orienter. Effectivement, c'est une des principales applications de l'astronomie. On regardait le ciel, puisque comme on l'a dit, les constellations ça bouge pas trop. Donc si vous connaissez votre ciel, vous pouvez vous orienter, ce qui est très pratique, notamment quand on veut naviguer, parce que quand on est sur Terre, on a des points de repère, on connaît, ah oui, ce rocher, cette montagne-là. Quand on est sur l'eau, qu'il n'y a plus aucun paysage autour, il reste que le ciel. Et donc notamment, par exemple, les Phéniciens, qui étaient une des premières grandes civilisations maritimes, il y a 4000 ans, utilisaient déjà le ciel étoilé pour s'orienter. Donc ça, effectivement, c'est une première bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui? Je pense qu'ils essayaient de mettre en comparaison des événements qui arrivaient lorsqu'on voyait telle configuration du ciel, s'il y avait des événements spéciaux, et si on pouvait à partir de là prédire ce qui allait se passer. Donc tout à fait, effectivement, ça c'est... normalement c'est plutôt ma troisième composante, mais il y a effectivement tout ce qui varie dans le ciel. Donc il y a le mouvement évidemment des planètes, et puis il y a tout ce qu'on appelle les événements transients, c'est des choses qui apparaissent à un moment, puis disparaissent. On peut penser aux comètes par exemple, et puis évidemment il y aura les supernovas. Et donc ça a été utilisé pour faire ce qu'on appelle encore aujourd'hui de l'astrologie.
D'accord? L'astrologie qui n'est pas une science, mais qui est de dire, bah, sur Terre, il se passe plein de choses qui ont l'air à peu près imprédictibles du point de vue de notre vie, il y a des événements qui se passent, et puis dans le ciel, bah, c'est pareil, on a ces événements qui se passent, donc on peut se dire, bah, peut-être qu'il y a un lien, que les événements qu'on voit dans le ciel, c'est lié à des événements qu'on voit sur Terre, et peut-être qu'on peut prédire des choses qui vont se passer. Il y a des guerres qui ont été déclenchées pour des événements qui sont passés dans le ciel. Donc ça, c'est effectivement la troisième composante, c'est l'astrologie, c'est celle qui va nous intéresser par la suite. Et puis il nous en manque une du coup. La création de l'orientation religieuse, enfin religieuse, alors, le terme. Bah, les aspects religieux ou les aspects astrologie, on va dire, vont un peu de pair. Parce que si on considère que le ciel, c'est des divinités qui le gèrent, si on fait de l'astrologie avec, c'est-à-dire qu'on interprète des signaux divins pour ça. Faire des mathématiques. Alors faire des mathématiques, oui, on peut... En fait, il y a une application qui est beaucoup plus importante depuis un peu plus de 6000 ans. C'est l'agriculture, les saisons. Pour repérer les saisons, bah les saisons, vous savez, hein, c'est un tour de la Terre autour du Soleil. Et puis le calendrier qu'on a aujourd'hui, si on a des mois qui durent à peu près 30 jours, c'est pas du tout un hasard, ça correspond aux phases de la Lune. Donc ce qu'on appelle les calendriers lunisolaires. Donc une utilisation, là, c'est la mesure du temps. Et on a un exemple absolument magnifique de ça. C'est ces morceaux de rouille. Alors en fait, derrière, sous ces morceaux de rouille, vous pouvez deviner, je pense, surtout dans celui à gauche, en haut à gauche et celui en bas à droite, des morceaux d'engrenage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la machine d'Anticythère. C'est ce qu'on peut appeler un artefact qui a été retrouvé sur une galère romaine coulée près d'une île grecque. Donc il a été retrouvé au tout début du XXe siècle, en 1900 tout pile. Et pendant longtemps, ça a été une énigme parce que le problème, c'est que vu l'état dans lequel c'est, c'était difficile d'en faire quoi que ce soit. Et si vous essayez de nettoyer, vu comme c'est rouillé, ça va juste se réduire en poussière et on ne peut rien faire. Et donc en fait, il a fallu attendre 2004 pour qu'on puisse en faire de la micro-imagerie par rayon X. Et on a pu reconstituer l'intégralité du système. Il y a un mode d'emploi de 2000 caractères qui était gravé. Il y a plusieurs dizaines d'engrenages. Et on a pu en faire une reconstitution moderne. Voilà à quoi ressemblait l'appareil d'origine. Et cet appareil qui a 2200 ans est un calculateur qui calcule les mouvements du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues. Donc il y a 2200 ans, ils étaient déjà capables de faire ça. Ça prédit aussi les éclipses. Alors ça ne vous donne pas la visibilité parce que ça c'est un peu plus compliqué, mais ça vous dit quand est-ce que vous êtes susceptible d'avoir une éclipse. Et vous avez un calendrier au dos où vous pouvez régler la date et vous avez la configuration du ciel à cette date. Ce qui nous a permis aussi de savoir quand est-ce qu'il a été créé exactement, puisque on voit la première date qui était prévue dessus. Et donc c'est comme ça qu'on a l'âge de cet objet. Donc les calendriers, donc, je vous ai dit, ont été construits sur la Lune et le Soleil. Et puis il y a eu diverses choses, parce que la Lune ne tombe pas tout à fait sur un nombre entier de jours, les années c'est pas tout à fait un nombre entier de lunes, et ainsi de suite. Donc il y a les cycles qu'on appelle métoniques, les cycles de Saros, et ainsi de suite. Mais c'est des détails dans lesquels on ne va pas trop rentrer ici. Et donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comme a dit Madame tout à l'heure, on a l'astrologie. Pourquoi l'astrologie ça nous intéresse? Parce qu'il y a des civilisations qui ont noté tout ce qu'ils voyaient. Ce qui les intéressait, c'est l'astrologie. Mais ce qui intéresse l'astrophysicien ou astronome moderne, c'est de savoir ce qu'ils ont vu, parce qu'on ne peut plus le voir, c'est passé. Mais comme ils ont tout noté pour nous, ben on a de la chance, on a des archives qui sont magnifiques. Alors les meilleurs pour ça, ce sont les Chinois. Les Chinois, ils ont commencé l'astronomie et ils ont commencé à noter ce qu'ils voyaient il y a 4000 ans. Alors on n'a pas tout gardé évidemment sur 4000 ans, mais on a en gros les 2000 dernières années sont entières, on a sur les 26 dernières dynasties, les archives sont complètes. Et puis avant, on a quelques traces qui restent par endroits. Le problème étant évidemment une question de support, comme on le verra par la suite.
Alors pourquoi ils ont commencé à s'intéresser à l'astronomie? Parce qu'un soir, en regardant dans le ciel, ils ont vu ça. Alors comme ça n'a pas l'air si impressionnant. Ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une conjonction de planètes. Conjonction de planètes, je pense que vous en avez tous déjà vu, c'est deux planètes qui passent proches l'une de l'autre dans le ciel. Ça peut être plus ou moins proche, à des degrés variables de proximité. Là, on était entre Jupiter qui est en haut et puis en bas, bon, il y a marqué Saturne et puis le reste, on ne voit pas trop. Il y a 4 degrés. En fait, si on zoome, dans le pâté qu'on ne voyait pas trop, en fait, il y a Mercure, Mars et Vénus qui sont dans moins de 0,1 degré. Il y a Saturne qui a un peu moins d'un degré des autres, et puis donc Jupiter un peu plus haut. Ça veut dire qu'ils avaient, dans un tout petit coin du ciel, quelque chose que vous pourriez entièrement masquer par votre pouce à bout de bras, ils avaient les 5 planètes connues. Et ils se sont dit, tiens, ça c'est quand même pas banal, il faudrait peut-être qu'on note quand il se passe des choses. Dont acte. Alors, partant de là, on peut se dire, ok, on va aller chercher les supernovas qu'on a dans les textes anciens. Le problème, c'est comment est-ce qu'on retrouve une supernova? Parce qu'ils n'ont pas marqué telle date, une supernova dans la constellation du Centaure. Voilà, ils n'avaient pas nos constellations, les calendriers un peu compliqués, puis ils ne savaient pas ce que c'était une supernova. Alors pour un historien des sciences, pour trouver un événement, il y a plusieurs critères. Déjà, il y a la multiplicité des sources. Si j'ai le même événement qui est décrit par différentes civilisations, ou même à l'intérieur d'une civilisation à différents endroits, pour les mêmes dates, le même emplacement dans le ciel, c'est déjà plutôt un bon signe. Il y a la précision du coup. Bon, si on me donne une date, si on me donne un emplacement, même si ce n'est pas les constellations modernes, je peux essayer de traduire. Si on me donne la durée, par exemple, de cet événement, pendant combien de jours il a été vu, à quel point il était lumineux, on verra le genre d'unité qui a pu être utilisée à l'époque pour ça. Et puis, s'agissant des supernovas, s'il y a eu une explosion, il y a un crime, on peut retrouver le cadavre. Donc, on va aller chercher le cadavre. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'endroit qui est indiqué? Si on arrive à récupérer tous ces éléments-là, alors on a trouvé une supernova historique. Alors le problème, c'est que des événements qui peuvent ressembler, il y en a pas mal. Il y a des comètes, par exemple. Ça dure souvent assez longtemps, c'est assez lumineux, mais il y a une grosse différence, c'est que ça bouge dans le ciel. Mais encore faut-il que ça ait été précisé. Du coup, pour les historiens des sciences, parmi les événements que je vais vous présenter, on considère qu'il y en a certains qui sont assez hypothétiques, parce qu'on n'a pas d'assurance de ce qu'on voit, et puis il y en a d'autres où on est un peu plus certain qu'on va appeler des supernovas historiques. Alors Huoxing, en chinois, Xing c'est une étoile, et Huo c'est l'étoile du feu. Cette étoile du feu, nous on la connaît aujourd'hui sous le nom d'Antares, qui est visible dans le Scorpion. C'est effectivement une étoile qui est un peu orangée, d'où son nom en chinois. Donc on sait à quel endroit c'est, on a une idée de la date, on a trouvé un cadavre, mais comme c'est la seule source qu'on a, c'est un peu limite pour se dire que c'est vraiment ça. Encore plus vieux, encore plus hypothétique, on a cette roche gravée qui a été trouvée en Inde, il y a une 60aine d'années, sur laquelle, au premier abord, on a vu qu'une simple scène de chasse, comme on en a trouvé des dizaines et des dizaines dans les grottes rupestres. Donc, c'est passé un peu inaperçu, jusqu'à ce que quelqu'un se dise « c'est quand même bizarre les deux soleils, non ?» Si vous regardez bien, sur le haut de la roche, on a deux soleils ici présents. Alors, est-ce que ça pourrait être deux étoiles? La réponse est non, parce que vous pouvez prendre n'importe quelle civilisation, il n'y a aucune civilisation qui a fait des gravures d'étoiles avec deux ronds concentriques. Les deux ronds concentriques, ça vient vraiment du fait qu'ils avaient une taille apparente. Quand vous regardez le soleil ou la lune, vous ne voyez pas un point, contrairement aux étoiles. Et donc, toutes les civilisations anciennes ont représenté uniquement le soleil et la lune avec des ronds concentriques. Bon, du coup, c'est peut-être le soleil et la lune. Mais qu'est-ce qui pose problème si c'est le soleil et la lune?
Alors la taille, bon, ils sont pas forcément, essayent pas forcément de faire des choses réalistes, puis bon, la taille apparente de la Lune, la taille apparente du Soleil, c'est à peu près la même, ce qui nous permet d'avoir des éclipses. Ouais, alors c'est même pire que l'émission de lumière de la Lune, c'est que si la Lune elle est de ce côté-là par rapport à nous au Soleil, bah, c'est la face cachée qu'elle nous présente, on voit rien du tout. Donc on ne peut pas avoir la Lune et le Soleil comme ça présents dans le ciel. Et puis, en y réfléchissant un peu plus, cette scène de chasse, dans les constellations, dans beaucoup de civilisations, on retrouve un chasseur parmi les constellations. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la constellation du chasseur? Son vrai nom? C'est Orion. Vous pouvez voir le soir, vous ferez attention en sortant tout à l'heure. Vous avez Orion le chasseur, avec son arc. Et il chasse quoi? Il chasse un taureau dans nos constellations modernes. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un chasseur qui est juste en face d'un cervidé. Essayons de mettre ça sur une carte du ciel. Et donc on se retrouve avec Orion, le chasseur, le taureau juste en face. Et la ligne noire pleine que vous voyez en diagonale, c'est la trajectoire de la Lune dans le ciel à cette époque-là. Donc, assimiler un des deux objets à la Lune, ça paraît assez crédible. Et vous voyez qu'il y a un petit rond sur ma carte du ciel, juste la partie haute. À cet endroit-là, il y a un cadavre d'étoile qui a 6500 ans. On va en reparler après. C'est ce qui reste une fois qu'une étoile est morte, tout simplement. C'est essentiellement un gros nuage de gaz relativement chaud et qui du coup émet beaucoup de lumière. On va en voir un juste là, de toute façon, parce que j'en ai une illustration pour une autre supernova. Donc voilà, évidemment, ça reste assez hypothétique. Il n'y a pas un peu d'anachronisme, parce que quand on parle de là c'est le taureau, là c'est le chasseur, c'est aussi des constellations qui ont été décrites. Est-ce qu'ils avaient déjà la même description? Alors, ils appelaient évidemment pas le taureau le chasseur, cette civilisation, on ne sait pas du tout comment ils appelaient, parce qu'on n'a pas de traces écrites, hein. Ils faisaient des gravures sur roche, et c'est à peu près tout ce qu'on a d'eux. Mais dans beaucoup de civilisations différentes, on retrouve des constellations qui ne s'appellent pas Orion, qui ne s'appellent pas le taureau, mais qui correspondent à un chasseur, à un animal à cornes. Donc ils décrivaient quand même, ils retrouvaient la même représentation, oui. On voit qu'il y a quand même, les constellations, il y a quand même des groupes d'étoiles qui sont assez marqués, qui font que peu importe la civilisation, on va associer ces étoiles ensemble. Et Orion, typiquement, c'est quand même une des constellations les plus emblématiques du ciel, c'est difficile d'y voir autre chose. Mais bien sûr, hein, c'est une question qui est tout à fait honnête de se poser. Alors, autre exemple, là, on est dans les archives, donc SN 185, c'est l'année, c'est-à-dire en l'an 185, donc là on est vraiment dans les archives chinoises où on a tout écrit correctement. Donc en l'occurrence, c'est dans ce qu'on appelle, ça s'appelle le Huanshu, donc les archives de la dynastie Han, où on nous parle d'une Kexing, c'est-à-dire une étoile invitée qui est apparue. Donc je vous lis la traduction du texte de l'époque. La deuxième année de l'ère Chongqing, sous le règne de l'empereur Xiaoling, le 10e mois, jour Kuai Ai, une étoile invitée apparut dans Nammen. Elle était aussi grande que la moitié d'un tapis, elle brillait de 5 couleurs et elle scintillait. Elle devint de plus en plus nette et disparut pendant le 6e mois de l'année suivante, ou l'année d'après, il y a un doute sur la traduction. Voilà, on a une date précise, on a un emplacement précis. Ce que les Chinois à l'époque appelaient Nammen, c'est la constellation du Centaure. Donc on se voit les deux étoiles les plus brillantes, c'est Alpha et Beta. Et si on regarde cet endroit-là, on voit ce reste, donc c'est un peu cette bulle de gaz chaud qui émet de la lumière. Et donc, avec tous ces éléments-là, ça en fait quasiment la première supernova historique. Le seul problème, c'est qu'il y a une seule source. Pour vous donner une idée de ce que vous auriez vu si vous étiez là à l'époque, Alpha, Beta du Centaure, c'est des étoiles qu'on voit plutôt fin août, début septembre, qui sont très brillantes au-dessus de l'océan, juste après le coucher du soleil, qui reste là quand même quelques heures. Et là, on a rajouté la supernova par-dessus. Donc on ne voit même plus Alpha du Centaure, il reste Beta, vous avez la croix du Sud au-dessus. Donc vous voyez la luminosité
qu'aurait eu cet objet si vous aviez pu le voir à cette époque-là. Voilà, alors on en a quelques autres, pareil dans les archives chinoises sur la même époque, en 393 notamment. C'est du même acabit que celle-ci. Et donc on va avancer à celle qu'on appelle vraiment des supernovas historiques, parce que pour les coups on a une abondance de textes provenant même de civilisations très éloignées, dont certaines qui n'avaient pas connaissance de l'existence des autres. Donc ce sont les supernovas de l'an 1006 et de l'an 1054. Donc pour celle de 1006, on a des textes chinois, japonais, je crois qu'il y a au moins 9 textes chinois différents qui racontent cet événement. Pareil, il y a au moins 3 ou 4 textes arabes. Et on a même 2 textes européens, ce qui est assez rare vu l'époque. Et je vais vous présenter l'un des deux. Mais juste avant ça, je vais vous lire le texte écrit par Ali ibn Ridwan, donc un astronome égyptien. Je vais maintenant décrire le spectacle auquel j'ai assisté au début de mes études. Ce spectacle est apparu dans le signe zodiacal du Scorpion, en opposition avec le Soleil. Le Soleil, ce jour-là, était à 15 degrés dans la constellation du Taureau, et le phénomène dans le 15e degré du Scorpion. C'est un corps circulaire de grande taille, 2,5 à 3 fois plus grand que Vénus. Le ciel brillait à cause de sa lumière, l'intensité était un peu plus grande que le quart de la pleine lune. Vous avez une étoile qui, elle, toute seule, fait autant de lumière qu'un quart de pleine lune. Dans d'autres écrits, on nous précise même que ça donnait une ombre aux objets la nuit. Alors le texte européen, en comparaison, le voici. C'est un extrait de manuscrit que je suis allé chercher dans des archives qu'on trouve en ligne. Et donc c'est un texte qui nous vient de l'abbaye de Saint-Gall. Donc dans cette abbaye, on avait des moines qui écrivaient chaque année quel était l'événement le plus important qui s'était produit cette année-là. Et donc là, vous voyez qu'on a l'entrée pour l'année 1006 et l'entrée après pour l'année 1007. Donc, je ne vais pas vous lire le texte latin, mais simplement une traduction. Une nouvelle étoile de taille inhabituelle est apparue. Elle scintillait d'apparence et était éblouissante pour les yeux, ce qui provoqua de l'inquiétude. De manière merveilleuse, elle se contractait parfois, d'autres fois grossissait, et même pouvait disparaître. Elle a été observée cependant pendant 3 mois. Alors 3 mois c'est très peu par rapport aux autres textes, notamment les Chinois l'ont observé pendant quasiment 3 ans. Mais on va voir l'explication pour ça. Mais juste pour vous mettre en perspective, je vous lis ce qui a marqué pour l'année 1007. Une peste a décimé la moitié des habitants de la région. Point. Donc 1006, ça les a quand même pas mal marqués. Alors si on se place à l'abbaye de Saint-Gall, on peut simuler comment était le ciel à ce moment-là. Et ce que vous voyez, c'est que la supernova, elle est très 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 basse sur l'horizon. Saint-Gall, on est en Suisse, paysage montagneux. En fait, très rapidement, elle est passée derrière les montagnes. Et donc au bout de 3 mois, ils l'ont perdue de vue, tout simplement parce qu'elle était sous le relief. Et quand elle redevient visible, quasiment 1 an après, elle n'est plus assez lumineuse pour qu'ils la remarquent comme quelque chose de différent par rapport au ciel dont ils ont l'habitude. À nouveau, je vous ai fait une petite simulation. Si on était à La Réunion à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait vu? Donc on retrouve la Antares, on parlait de Scorpion, et puis on a la supernova 2006, qui est vraiment un objet extrêmement lumineux. Dans les textes chinois, arabes, on nous précise qu'elle était visible en plein jour pendant 3 semaines. Et donc après de nuit pendant 3 ans. En 1054, c'est pareil, on a des textes chinois et japonais abondants. Chez les Arabes, c'est pas très clair, il n'y a aucun texte qui a été formellement identifié. Pour les Européens, c'est pareil. Par contre, à nouveau, il y a un truc un petit peu ésotérique que j'avais envie de vous présenter. Donc là, elle est très similaire à celle de 2006, hein. Visible en plein jour pendant 23 jours, visible à l'œil nu de nuit pendant 20 mois. Et alors chez les Amérindiens, ce qu'on observe dans le canyon Chaco, au Nouveau-Mexique, c'est cette peinture où on a
à nouveau un objet assez brillant à côté d'un croissant de lune. Donc, ça ne peut pas être le Soleil, à nouveau, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Et l'identification avec la supernova peut être tentante. D'autant, on va revenir après cette image. Si on regarde à nouveau comment était le ciel pour un Amérindien à l'époque, vous avez la supernova, et juste à gauche, on observe un fin croissant de lune. Sachant que c'est resté comme ça quelques jours, donc ils ont pu voir le croissant de lune. Alors il y a la question du retournement, est-ce que c'est parce qu'ils étaient allongés par terre qu'ils regardaient le ciel? Se pose quand même une question de la date de cette peinture, assez bien l'événement, et ça rend l'hypothèse un peu plus crédible. De toute façon, cet événement est certain, la seule question c'est est-ce que ces Amérindiens nous ont vraiment représenté ça? Donc voilà, ça c'est ce qu'ils auraient vu. Et donc maintenant, si on regarde là-bas avec les télescopes modernes, voilà ce qu'on trouve. À gauche pour la supernova 2006, et à droite, la fameuse image que je vous ai déjà montrée en introduction, qui est la supernova, ce qu'on appelle aujourd'hui la nébuleuse du crabe. Alors je pense que vous pouvez voir qu'il y a une grosse différence entre ces deux images. Oui? La couleur et la forme. Alors il y a les couleurs, effectivement, et puis la forme. Donc les couleurs, c'est dû aux éléments qui sont présents, parce que ces deux événements n'ont pas formé les mêmes éléments chimiques, on en reparlera après. Et la forme, c'est dû à la nature de l'explosion. En fait, ce qu'on commence à voir là, c'est que derrière supernova, on cache plusieurs choses. Il existe différents types de supernova, sur lesquels on reviendra par la suite. Alors on saute quelques siècles, et on arrive à ce que j'appelle l'origine de la physique moderne. Quand est-ce qu'on a vraiment commencé à faire de la physique? Et pour comprendre un peu ce qui se passe à cette époque-là, il faut se remettre en tête quelle était la vision du monde. Alors elle est figée depuis longtemps, cette vision. C'est celle-ci, donc ça c'est une carte de 1568 de Bartholoméo Velo, qui représente ce qu'on appelle le monde ptoléméicien. C'est le géocentrisme, la Terre est au centre, et puis on a les orbites successives de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne. Et à la fin, on a la sphère des étoiles fixes, avec tous les objets lointains qui appartiennent au domaine du divin. Et donc à cette époque-là, on pense qu'il y a d'un côté le monde sublunaire, entre nous et la Lune, qui est fait de choses imparfaites, et puis il y a tout ce qui est au-delà, qui est nécessairement parfait. Le premier qui va vraiment venir mettre un coup de pied là-dedans, c'est Copernic. Copernic, il va dire, pour les calculs, c'est franchement pas ouf. Si on réordonne tout, on met le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune autour, Mars, Jupiter, donc qui s'appelle Jovis ici, Saturne, et puis après, les étoiles fixes. Ça marche quand même vachement mieux. Bon, il n'est pas très serein avec cette idée. Il attend 30 ans pour la publier. Et il meurt alors que les premiers exemplaires sortent de l'imprimerie. La légende raconte qu'il aurait pu en tenir un sur son lit de mort dans ces dernières heures, mais voilà. En tout cas, il n'aura pas été inquiété à cause de ça, contrairement à ceux qui vont suivre. Alors l'idée a quand même du mal à être acceptée, hein. C'est pas venu tout de suite. Et c'est là que commence l'histoire de nos personnages principaux. Tycho Brahe, on considère en gros que c'est le père de l'astronomie. Et il s'est mis à l'astronomie. Pourquoi? Parce qu'en 1572, il a vu une supernova. Alors il ne savait pas ce que c'était, mais voilà à quoi ressemblait son ciel ce soir-là. Donc il était au Danemark, et puis il voit cet objet brillant, il dit tiens, c'était pas là ça avant. Il demande à ses domestiques, il est quand même issu d'une famille assez riche, est-ce que vous voyez quelque chose là-haut? Oui, on voit bien quelque chose. Bon, il se demande si ils disent pas ça pour le faire plaisir, donc il va chercher des paysans. Il demande est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Bon alors il y a quelque chose.
Et là, il se dit, c'est bizarre, et du coup, j'ai envie de tout noter. Il va voir le roi du Danemark, il demande à se faire construire un observatoire, il obtient une vingtaine d'assistants, et il va commencer par faire un catalogue d'étoiles, parce qu'il se dit, bah, je vais commencer par repérer tout ce qui est fixe, qu'on connaît bien, et puis comme ça, ça sera plus simple pour voir s'il y a des choses nouvelles qui apparaissent de temps en temps. Parce qu'il y a peut-être des choses moins lumineuses, moins flagrantes que ça. Et là-dedans, alors ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette idée-là, c'est que le premier catalogue d'étoiles, on le doit à Hipparque, qui était au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et Hipparque, il a commencé son catalogue, pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'on pense aujourd'hui être une comète, et il s'est dit, tiens, ça c'était pas là avant. Et il a commencé à noter 850 étoiles, qu'il a classées aussi en magnitude, donc en luminosité. Et donc Tycho Brahe, 1600 ans plus tard, fait en gros la même chose. Donc il a eu 2 observatoires successifs, avec lesquels il a fait énormément d'observations, il a noté des tas de choses, le mouvement des planètes jour par jour. Il avait des instruments de précision, là on voit notamment le sextant, il avait un sextant qui faisait 3 mètres de haut. Je rappelle qu'à cette époque-là, je précise qu'à cette époque-là, on n'a aucun appareil pour regarder dans le ciel. On n'a pas de télescope, on n'a pas de lunettes, tout ça, ça viendra après. En 1577, il va aussi voir une comète. Et ce qui est intéressant avec sa supernova, 1572, c'est qu'il connaît ce qu'on appelle la méthode de la parallaxe, qui permet de mesurer des distances. Il essaye de mesurer la distance de la supernova, enfin de cette étoile invitée, en plus, et il n'y arrive pas, ce qui veut dire qu'elle est sur la sphère des étoiles fixes. Bah du coup, c'est plus une sphère des étoiles fixes. Et donc il se dit, ok, on va peut-être remettre en cause ce modèle-là, mais il n'est pas non plus d'accord avec Copernic, donc il a fait un modèle intermédiaire où le Soleil tourne autour de la Terre et tout le reste tourne autour du Soleil. Alors, Tycho Brahe il va surtout léguer une grande quantité de données. En 1597, il y a un nouveau roi du Danemark qui ne l'aime pas trop et qui l'exile et il trouve un poste d'enseignant à Prague. Et en 1600, il recrute un assistant pour l'aider à enseigner à l'université qui s'appelle Kepler. Tycho Brahe meurt en 1601. Kepler récupère toutes les archives à partir desquelles il va pouvoir établir ces fameuses lois de Kepler et qui vont donner après poids au modèle qu'on appelle de l'héliocentrisme avec le Soleil au centre. À la même époque, vit aussi Galilée, qui va être le premier du coup à utiliser ce qu'on appelait les lunettes d'approche des militaires, et ici plutôt que de regarder l'armée en face, je vais regarder ce qu'il y a là-haut. Donc il va découvrir les 4 satellites principaux de Jupiter, il va découvrir les phases de Vénus, il va découvrir les cratères de la Lune, et avec tout ça, il dit que ça commence à faire beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses en trop, et c'est ça qui va le convaincre qu'il faut abandonner le modèle géocentrique. Alors Kepler et Galilée, ils ont aussi eu de la chance, parce qu'en 1604, ils ont pu observer une supernova, qu'ils ont découvert un peu par hasard, parce qu'elle était extrêmement basse sur l'horizon, mais coup de bol, un peu comme les Chinois il y a 4000 ans, ce soir-là, tout le monde regardait le ciel, parce qu'il y avait une conjonction entre Jupiter et Mars, d'un côté, à moins d'1 degré d'écart, et puis Saturne, un petit peu plus loin. Et pendant qu'ils sont en train de regarder ça, vous voyez, on est à peine au soleil couchant, hein, le ciel n'est pas encore noir, donc ça aurait pu passer complètement inaperçu, sauf que il y a cette conjonction, tout le monde regarde, et là il y a une supernova qui apparaît. Quand même un coup de chance merveilleux. Tycho et Kepler vont chacun écrire un livre sur leurs observations, et le livre de Tycho, le premier des deux du coup, s'intitule pour son titre bref De Nova Stella, de la nouvelle étoile, et c'est de là que va être gardé ce nom de nova qui reviendra après pour les supernovas. Ils nous ont laissé des observations extrêmement détaillées, c'est-à-dire qu'ils ont comparé la luminosité chaque jour avec les étoiles connues, donc on est capable de reproduire ce qu'on appelle la courbe de lumière, comment la luminosité
de l'explosion a varié au cours du temps. Et ça matche extrêmement bien avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur des explosions similaires. Voilà à quoi ressemblent les cadavres qu'on trouve aujourd'hui, avec des moyens modernes, à l'emplacement indiqué par Tycho Brahe et Kepler. Eh bien, ce sont les deux dernières supernovas historiques connues. Depuis, on est dans le désert. Alors, pas tout à fait. On a quelques autres traces. Ça ressemble quand même beaucoup à un cadavre d'étoile. Bon, on sait que c'est un cadavre d'étoile. Simplement, bizarrement, il n'a pas été observé, alors que l'explosion date de 1680. On est capable de la dater par d'autres moyens que les archives. On a aussi un autre cadavre d'une nature un petit peu différente, on parlera plus tard, qui a un âge de 700 ans. Mais on sait pourquoi il n'a pas été observé a priori, c'est qu'il était visible que dans l'hémisphère sud. Vous vous placez en 1300 dans l'hémisphère sud, les civilisations qui laissaient des traces historiques, c'est assez limité. On a quand même une chose, c'est dans la tradition orale maori, vers l'an 1300, ils ont une étoile qui est apparue vers le sud, qu'ils appellent Mahutonga, qu'ils ont suivi, et ils sont tombés sur la Nouvelle-Zélande. Donc est-ce qu'ils ont découvert la Nouvelle-Zélande grâce à une supernova? C'est une des principales hypothèses aujourd'hui, et c'est quand même assez beau. Et puis on en a une qui a 120 ans. C'est-à-dire qu'on avait déjà des télescopes, on avait déjà plein d'instruments. Le problème, c'est que son petit nom, c'est SNR G1.9 plus 0.3. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en fait 1.9 et 0.3, c'est son écart en degrés par rapport au centre de la galaxie. Donc on est juste à côté du centre de la galaxie. Et elle a une distance d'environ 30 000 années-lumière, qui est juste la distance qui nous sépare du centre de la galaxie. En fait, elle est noyée dans le halo central, dans ce qu'on appelle le bulbe de la galaxie, et donc elle a été complètement invisible pour les astronomes de l'époque. Alors on va à nouveau avancer de quelques siècles, mais on fait un petit passage quand même à expliquer qu'est-ce qui se passe entre l'époque de Tycho Brahe et de Kepler et puis l'époque, on va dire, moderne du siècle dernier. Quels progrès on fait? Le premier de ces progrès, c'est que Newton, donc certes il a fait la gravitation, il n'a pas fait que ça, il a aussi fait le spectre de la lumière avec un prisme, hein, ce qu'on voit aussi avec les arcs-en-ciel, qui permet de décomposer la lumière blanche en toutes les couleurs qui la composent. Ça, c'est un dessin qui a été fait, colorié à la main, par Fraunhofer en 1800. Continue comme dans un arc-en-ciel ou avec un prisme, il y a toutes ces raies noires. En fait, à la même époque, on sait que quand on met des éléments dans une flamme, par exemple si vous mettez du sel dans la flamme d'une bougie, et que vous regardez le spectre de cette lumière, vous allez avoir ce qu'on appelle des raies, comme celle-ci. Le sel, c'est l'élément qui fait ces raies, c'est le sodium qui est sur la ligne du bas. Et vous voyez par exemple qu'il y a une raie jaune, qui est très prononcée, qui correspond à la raie noire notée D dans le spectre de Fraunhofer. Et donc avec ça, on comprend que le Soleil est composé des mêmes éléments chimiques que ceux qu'on trouve sur Terre. Ce qui était encore une question ouverte à cette époque-là. On applique ça aussi à d'autres étoiles. Et on s'aperçoit que les étoiles sont composées des mêmes choses et ont le même type de spectre que le Soleil. Donc on comprend que les étoiles sont d'autres soleils. Alors des étoiles, vous en avez un paquet. Hein. Déjà à cette époque-là, on commence à en connaître des centaines de milliers. Si vous voulez faire le spectre de chacune, ça prend du temps. Heureusement, on a inventé l'appareil photo. Donc on fait des photos, parce qu'avant il fallait regarder à l'œil, noter, éclairer à la main. On fait des photos et puis après il faut traiter ça. Ça fait beaucoup de traitements. Alors du coup il y a quelqu'un à Harvard, le directeur de l'observatoire astronomique d'Harvard, qui décide de créer les Harvard Computers, que j'ai volontairement pas traduit par ordinateur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent
l'histoire des Harvard Computers. Qu'est-ce qu'on va voir sur la photo quand je vais vous montrer les Harvard Computers? Non? Alors je vous présente la salle de calcul de Harvard. C'était des femmes. Pourquoi? Parce que ça coûtait beaucoup moins cher à employer. Donc on pouvait en prendre plein. Voilà, voilà. Alors ces femmes, l'histoire leur a pas trop rendu justice, mais il y en a beaucoup qui ont fait des travaux très très importants. On va en revenir sur 3 d'entre elles. Tout de suite, il y en a une, Annie Cannon, qui est responsable de la classification du spectre des étoiles. Ceux qui ont fait un peu d'astronomie connaissent peut-être la classification OBAFGKM. On se souvient grâce à une petite phrase qui est « Oh be a fine girl, kiss me ». Et donc c'est elle, parce que justement elle a passé des spectres en revue, puis elle a établi une classification. On lui doit cette classification. Il y en a une autre qui est importante, et qui est liée à ce qu'on voit sur cette photo-là. Alors sur cette photo, il y a essentiellement un objet très brillant, qui est Sirius, une étoile que vous pouvez voir proche d'Orion, dans le ciel, qui est la constellation qu'on appelle Grand Chien. Bessel, en 1844, s'aperçoit que Sirius bouge un petit peu dans le ciel par rapport aux autres étoiles. Quand on voit ce genre de choses, à ces époques-là, la seule explication raisonnable, c'est qu'il y a une deuxième étoile proche qui le force à avoir un mouvement à petite échelle. Simplement, alors des étoiles doubles, on en connaît, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait que environ 70% des étoiles massives vivent dans des systèmes multiples, et à peu près 50% des étoiles type solaire vivent dans des systèmes multiples. Donc système multiple, ça veut dire 2 étoiles, 3 étoiles ou plus. Donc on en connaît des systèmes multiples, mais là, malgré l'hypothèse de Bessel, on voit rien. On voit rien. En fait, il faut attendre 25 ans pour qu'on finisse par trouver quelque chose à côté. Alors là, vous comprenez pourquoi. Ça, c'est une photo qui a été faite par le télescope Hubble. C'est le petit point en bas à gauche, le compagnon de Sirius. Et alors ce petit point, ce qui surprend à l'époque, c'est que malgré du coup sa taille, qui est en gros la taille de la Terre, il a la même masse que le Soleil. Et il a une température de surface qui est de 10 000 degrés, qu'on avait plutôt pour une étoile comme Sirius, qui elle fait quelques centaines de fois la taille du Soleil, et qui a aussi une température de l'ordre de 10 000 degrés, mais qui fait plusieurs fois la masse du Soleil. Et donc ça, c'est un objet complètement nouveau. Et on va en trouver plusieurs, des objets comme ça, qu'on va appeler rapidement des naines blanches, parce qu'elles sont blanches à cause de leur température, et naines à cause de leur taille par rapport au reste. Et la personne qui va les classifier, ces étoiles, c'est William Fleming, qui est à nouveau une Harvard Computers. On arrive maintenant au XXe siècle. Il faut se mettre dans la tête, donc tout ce que je vous ai parlé, les observations des Chinois, tout ça, à l'époque, on ne connaît rien de ça. C'est caché dans les archives chinoises, c'est pas arrivé, puis on ne sait pas qu'on a des choses à chercher dedans. Par contre, les bouquins de Tycho Brahe et de Kepler, eux, ils ont connu ces événements, ils sont en tête des scientifiques de l'époque. Et en 1885, donc juste un petit peu avant le XXe siècle, il se passe un truc, c'est qu'on voit ce qu'on appelle, du coup à l'époque, une nova, parce que c'est pareil, toujours une étoile en plus, dans ce qu'on appelle la nébuleuse d'Andromède. On va en reparler après, mais dites-vous bien qu'il y a 100 ans, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies dans l'univers. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la galaxie d'Andromède, pour eux c'était la nébuleuse d'Andromède. Alors à quoi ça ressemble? On n'a pas de photo d'époque malheureusement, mais on a quelque chose qui peut approcher. Ça c'est une galaxie qui est relativement proche de nous, c'est la galaxie M82, mais plus loin qu'Andromède tout de même. Et donc on voit qu'il y a ce point brillant en plus, qui émet une lumière vraiment importante quand on compare à ce qu'il y a autour dans la galaxie. Et c'est la première fois qu'on voit une nova dans une nébuleuse. Des novas, on en voit avec les mains, à cette époque-là, on a des télescopes, quand on passe ses nuits à observer, à faire des photos, on voit de temps en temps des objets apparaître,
même si on ne sait pas trop ce que c'est. Dans une nébuleuse, c'est la première fois. Une autre image de la même, là c'est toujours la même, hein, celle de 2014. En noir et blanc, on a essayé de simuler un peu avec ce qu'ils auraient vu avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Donc on a cette galaxie et puis on a ce point lumineux extraordinairement brillant. Surtout qu'il faut mettre en perspective la distance, même si à l'époque ils n'ont aucune idée de cette distance. Alors ça interroge les gens, et notamment un certain Heber Curtis, qui va se mettre à faire des photos du ciel tout régulièrement la nuit, avec des plaques photos, et puis il va les comparer pour voir si de temps en temps il y a des choses qui apparaissent. Et notamment il va faire ça sur les autres nébuleuses qu'on connues à l'époque, et très rapidement il observe des dizaines de novas dans des nébuleuses. Ça pose beaucoup de questions. Alors ces autres novas, elles sont beaucoup moins lumineuses que celles de 1885. Celles de 1885, on est tombé dessus complètement par hasard, tellement c'était lumineux. Les autres, c'est parce qu'il les cherche, qu'il fait de la photo, donc c'est vraiment un processus scientifique plus développé. Le fait d'en trouver autant dans les nébuleuses, ça amène à deux questions. La première, c'est comment ça se fait que de toutes petites portions du ciel, que sont les nébuleuses, concentrent autant de ces événements. Statistiquement, ça paraît un peu improbable. Et la deuxième question, c'est que pour que la luminosité de ces événements corresponde aux novas connues en dehors des nébuleuses, ça veut dire qu'elles sont au moins 100 fois plus loin. Et là, 100 fois plus loin, pour l'époque où on pensait qu'il n'y avait que notre galaxie, c'est un peu problématique. Ça va donner lieu à ce qu'on appelle le grand débat. Alors le grand débat d'il y a 100 ans, hein, pas d'il y a 3 ans. On a d'un côté Heber Curtis, donc, qui a fait toutes ces observations, et qui se dit, en fait, ce sont d'autres galaxies. Et on a de l'autre côté Arlo Shapley, qui soutient Mordicus que non, il y a une seule galaxie, la nôtre. Alors ils ont de beaux arguments tous les deux. C'est pas des imbéciles, hein. Curtis, donc, il a inventé la méthode de comparaison des plaques photos pour l'astronomie. Il a découvert le jet de la galaxie M87, qui héberge un des plus gros trous noirs connus, et qui a donné lieu à la première photo d'un trou noir que vous avez peut-être vu en 2019. Et Shapley, lui, il a mesuré la taille de la Voie lactée, il a déterminé l'emplacement du Soleil dans celle-ci. Et puis, bon, bah, aujourd'hui, vous savez qu'il est dans ce débat-là, il a perdu, hein. Mais il est intelligent, il reconnaît sa défaite, et il se met à cataloguer des galaxies, et il va cataloguer ce qu'on appelle le premier supercluster de galaxies. Certains en ont peut-être entendu parler quand il y avait la conférence d'Hélène Courtois avec son film sur l'Aniakea. Et donc ce premier supercluster aujourd'hui s'appelle supercluster de Shapley. Et puis Shapley, il est aussi responsable du S dans UNESCO. C'est lui qui a voulu qu'on mette science, enfin scientifique, dans UNESCO. Donc voilà, c'est des gens assez remarquables. Mais malgré un débat assez vif entre eux, on n'arrive pas à trancher, et on se dit, bah, la seule chose qu'il faut réussir à faire, c'est de mesurer la distance de ces nébuleuses. Pour mesurer les distances, à cette époque, on connaît deux méthodes. La parallaxe, dont on a déjà parlé avec Tycho Brahe. Le problème, c'est que la parallaxe, ça marche à très courte distance, parce que vous êtes limité par la précision des instruments, et là, ces objets-là, ils sont complètement immesurables par parallaxe. Et puis, on a Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt, donc une autre Harvard Computers, elle a remarqué que parmi toutes les étoiles sur lesquelles on le fait travailler, il y en a certaines qui sont variables dans le temps en luminosité. Et elle a remarqué que pour celles dont on connaît la distance, et donc la luminosité, on va dire intrinsèque, qu'elle a si on était proche d'elle, il y a une relation très précise entre la période de variation et la luminosité. Et du coup, on peut utiliser cette relation sur d'autres étoiles variables, et cette fois connaître la distance à partir de la luminosité mesurée et de la période de variation. Et donc c'est ce qu'on appelle les étoiles céphéides, parce que les premières étoiles sur lesquelles elle a observé ça, c'était des céphéides. Et donc ça va permettre de faire des mesures de distance. Et du coup, il y a un scientifique qui se dit, bah tiens, je vais chercher s'il n'y a pas des céphéides dans la nébuleuse d'Andromède, par exemple. Et ce scientifique,
c'est Hubble. Ah non, pas celui-là, ça c'est le télescope. Voilà, lui, Hubble. Le télescope a été nommé d'après lui, évidemment. Et donc Hubble, il trouve des céphéides dans Andromède, il mesure la distance, 800 000 années-lumière, alors que Shapley avait donné pour la taille de la galaxie 30 000 années-lumière. Du coup, ça clôt le débat, c'est notre galaxie. Sauf que si ça clôt ce débat-là, ça crée un nouveau problème. Le truc qu'on a vu en 1885, c'était quoi? La luminosité que ça a eue, alors que c'était à une distance de 800 000 années-lumière, c'est invraisemblable. Le premier qui se pose cette question-là, c'est un Suédois, Lundmark, qui va se dire qu'il y a une luminosité un peu faible des novas qu'on a découvert un peu partout dans les nébuleuses. Et puis on a des novas très lumineuses qui sont dans une autre famille et qui ont des luminosités absolument délirantes. Il propose que ce que Tycho Brahe et Kepler ont vu appartiennent à la catégorie des très lumineuses. Un tout petit peu après, il y a deux scientifiques sur lesquels on reviendra, Bade et Zwicky, qui proposent un peu la même idée et qui introduisent le terme de supernova pour la catégorie très lumineuse. Pareil, ils font le rapprochement avec la supernova de Tycho Brahe. Et il y en a un autre encore qui va s'intéresser à ça. C'est à nouveau Hubble. Hubble, il regarde cet objet-là. Est-ce que vous le reconnaissez? Il est tourné un petit peu différemment. Il manque les couleurs parce que c'est pas les mêmes moyens, évidemment. C'est la nébuleuse du Crabe, le reste de la supernova de 1054. Les flèches, alors c'est agrandi, il y a une question d'échelle pour ces flèches-là. En 1930, ça fait 40 ans qu'on fait de la photo astro. Quand on regarde cet objet, sur les plaques successives, on voit que ça bouge. Hubble, il se dit, si j'essaie de passer le film à l'envers, à quel moment tout se concentre en un point? Et il trouve environ entre 1000 et 1100. Et le Lundmark dont on a parlé avant, il s'est dit, tiens, des événements historiques, il y en a peut-être d'autres. Et alors à cette époque-là, il y a deux Français, Biot, père et fils, que les physiciens connaissent pour la loi de Biot et Savart, notamment, qui ont traduit les 2000 ans d'archives chinoises. Et Lundmark, il a parcouru toutes les archives pour chercher des événements qui pourraient être des supernovas. Donc Hubble, il a juste à prendre le catalogue de Lundmark, il regarde à l'endroit du ciel, à la date, et il trouve l'étoile invitée 2054. Donc il se dit, ce qu'on voit, c'est le reste de l'explosion. Par contre, il n'a aucune idée de comment on fait exploser une étoile. Surtout que les étoiles, à ce moment-là, on sait un peu comment ça fonctionne d'un point de vue thermodynamique, mais réaction nucléaire, on ne connaît pas, donc c'est vraiment assez énigmatique. Et pourtant, Bade et Zwicky, la photo de Zwicky n'est pas choisie au hasard non plus, ils ont une idée, ils proposent qu'une supernova, c'est la fin de vie d'une étoile qui se transforme en étoile à neutrons et libère toute l'énergie qui correspond à cette transformation, c'est ce qu'on appelle de l'énergie gravitationnelle, pour former l'explosion. Le neutron, en 1934, ça fait 2 ans qu'on le connaît. C'est pareil, je n'en ai pas trop parlé parce que ce n'est pas l'objet ici, mais la connaissance de l'atome, si vous revenez il y a 100 ans, proton, neutron, électron, c'était pas ça parce qu'on n'avait pas le neutron. Donc c'est vraiment une idée hallucinante. Il faut savoir que Zwicky, l'année d'avant, 1933, il a postulé l'existence de la matière noire, vous avez peut-être entendu parler, et sur laquelle on planche toujours aussi. Et il a fait ça sur la base d'une observation. Alors il a des arguments quand même pour avancer ça. Il a fait des petits calculs d'ordre de grandeur.
Et il a dit, d'après mes estimations, ça arrive une fois par vie d'étoile, ce qui est pas mal pour correspondre à la mort. L'énergie a l'air de correspondre. Mais comment on fait l'explosion elle-même, ça reste un mystère. Alors Zwicky se passionne pour ça. Et puis, la photo, c'est parce qu'il n'était pas très apprécié de ses collègues. Forcément, il les appelait des bâtards sphériques. Sous-entendu, peu importe la direction dont vous les regardez, c'est toujours autant des bâtards. Charmant personnage. Alors il commence à faire des observations, il se dit moi j'ai besoin de données, j'ai besoin d'accumuler plus de supernovas. À l'époque on en connaît 2-3, en gros il y a 1885 et puis 2-3 qui sont passés depuis. Et donc il va lancer des études systématiques. Alors d'abord sur le toit de Caltech, en Californie, bon il voit rien, c'est dégueulasse. Et il demande à ce qu'on lui construise un observatoire. Je crois que ses collègues sont très contents qu'il se barre, donc il pousse pour la création de l'observatoire. Et donc il obtient sur le mont Palomar un télescope. Alors là, comme ça, on a l'impression que c'est pas très grand, mais quand on le voit à l'intérieur, c'était quand même une belle bête pour l'époque. Et alors qu'à cette époque-là, on connaît en gros 10 supernovas observées en comptant celles de Tycho Brahe et de Kepler, il va en observer 300 en 40 ans. Alors les données du coup commencent à s'accumuler, et rapidement, en faisant les spectres, donc on en a parlé un petit peu, on faisait des spectres pour les étoiles, mais on peut aussi faire les spectres pour les explosions de supernovas. Et on voit qu'il y a deux familles de spectres, et probablement deux mécanismes. Ça correspond au fait qu'on a vu tout à l'heure deux types d'explosions assez différentes. On a des progrès aussi du point de vue compréhension des étoiles, parce que notamment, on comprend qu'il se passe des réactions nucléaires à l'intérieur. Avant, on n'en avait pas besoin, on avait ce qu'on appelait la structure hydrodynamique du Soleil, avec les équations dites de Lane-Emden. Ça suffit pour expliquer le fonctionnement du Soleil tel qu'on le voit nous. Et ça suffisait quand ça a été fait à la fin du 19e siècle, parce qu'à cette époque-là, l'âge de la Terre, on ne savait pas trop, peut-être quelques centaines de milliers d'années, peut-être quelques millions d'années, mais sans réaction nucléaire, le Soleil il peut vivre quelques millions d'années, c'est pas un souci. Par contre, une fois qu'on a daté la Terre avec la radioactivité terrestre, qu'on obtient les 4,5 milliards d'années, là ça pose un problème pour la durée de vie du Soleil. Et donc on découvre, Bethe en 1939 propose qu'il y ait des réactions nucléaires, et puis il y aura un deuxième article, dit B2FH, en 1957, qui est un article d'anthologie. Ils ont publié un article de 120 pages dans lequel en gros ils règlent toutes les questions de l'époque sur la nucléosynthèse dans les étoiles et dans l'univers. Et ils proposent deux mécanismes. Un premier qui est l'explosion thermonucléaire. Le thermonucléaire, c'est la bombe H. La bombe H, on connaît. La première qui a été faite par les humains a détonné en 1952. Donc en 1957, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc l'explosion thermonucléaire, des fameuses naines blanches qu'on a vues avant. Les naines blanches, leur structure a été calculée par Chandrasekhar, un étudiant qui, sur le trajet entre l'Inde, d'où il est originaire, et puis l'Angleterre, où il allait faire ses études, s'ennuie un peu parce qu'il y a quand même 2-3 mois de bateau, et il fait des calculs, et puis il calcule la structure d'une aile blanche, voit comment ça marche, qu'il y a une masse limite, et puis avec cette masse limite, a priori, si elle est dépassée, on explose. Et puis le deuxième mécanisme, c'est des étoiles plus massives qui vont faire de la fusion jusqu'au fer, je vais y revenir juste après, et il va y avoir une explosion, même si on ne sait pas trop comment. Alors du coup, le type 1, je ne vais plus en parler, parce que c'est une bombe H, vraiment à l'époque on connaît très bien, ça pose pas beaucoup de questions, tout le monde est assez convaincu de ce mécanisme. Alors si je prends une étoile, on va dire une grosse étoile, les étoiles dont on parle, elles font au moins 8 fois la masse du Soleil, et puis jusqu'à 25 ou 30 fois cette masse. Au départ, on a de l'hydrogène, et on fait de la fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'on assemble des atomes d'hydrogène pour former des atomes plus gros, initialement de l'hélium, et puis ça dure un certain temps, et au bout d'un moment, le cœur d'hélium devient trop dense, et va commencer à s'effondrer sous son propre poids. À ce moment-là, soit il est stabilisé par un phénomène qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons, pas besoin de trop savoir exactement ce que c'est, mais il faut savoir que ça a une limite, et d'ailleurs c'est la même limite que Chandrasekhar a calculée. Et si on dépasse cette limite, ça continue de s'effondrer, mais du coup ça se réchauffe, parce que c'est plus compact, c'est plus dense, et on va faire de nouvelles réactions nucléaires, on va former
du carbone. C'est à nouveau la même chose. Soit ça arrive à se stabiliser, et puis du coup l'enveloppe va éjecter, on obtient ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Soit ça continue à s'effondrer, et puis on fait du néon. Et puis rebelote, alors à chaque fois là, ça va de plus en plus vite. Hein. Pour une étoile qui fait 15 fois la masse du Soleil, les réactions avec l'hydrogène, c'est 10 millions d'années. L'hélium, ça prend 2 millions d'années. Brûler le carbone pour faire du néon, c'est quelques milliers d'années. Et à ce moment-là, la température, maintenant, on a atteint le milliard de degrés au centre. On continue, on fait de l'oxygène, on fait du silicium, on fait du fer. On est à 10 milliards de degrés. L'étape où on passe du silicium au fer, c'est quelques jours. En quelques jours, on transforme l'équivalent de la masse du Soleil, de silicium, en fer. Et là, on ne peut pas aller plus loin. Le fer, on ne peut plus le fusionner pour gagner de l'énergie. C'est l'élément qui va être le plus stable. Quand vous allez au-delà, vous pouvez faire de la fission nucléaire, c'est ce qu'on fait dans nos réacteurs nucléaires humains. Mais vous ne pouvez pas récupérer de l'énergie en assemblant à nouveau des choses. Et donc l'étoile n'a plus de solution et ne peut pas trouver un équilibre. Et donc ce cœur de fer va s'effondrer. Et donc là, leur idée, c'est que ça s'effondre, et puis ça rebondit, bon, comme ça, on verra plus tard les détails, et ça fait une explosion. Évidemment, tout se cache, le diable est dans les détails, c'est ce qui va occuper beaucoup par la suite. Et donc voilà, donc ce principe est quand même relativement bien accepté à l'époque, même si il y a quand même toutes ces questions qui vont se poser dessus. Alors à cette époque-là, on commence à avoir des vrais ordinateurs. Et d'ailleurs, la différence, hein, en fait, le computer, c'est plutôt un calculateur. C'est pour ça que ça pouvait être des humains. Un ordinateur, c'est quelque chose d'assez différent. Mais c'est un aparté. Et il y a ces deux bonhommes, j'aime beaucoup leur nom, le fait qu'ils aient travaillé ensemble. Et ces deux gars-là, ils ont été recrutés par l'armée américaine pour faire des simulations de bombes nucléaires, pour savoir si est-ce qu'une puissance étrangère, au hasard la Russie, faisait des tests, serait-on capable de les détecter avec des satellites dans l'espace? Alors ils travaillent là-dessus, puis ils ont un peu de temps libre aussi pour faire d'autres choses. On leur laisse du temps pour faire de la recherche personnelle. Ils disent, et si on utilisait nos codes de simulation de bombes nucléaires pour essayer de faire des explosions d'étoiles? Donc ils font ça, et ils observent un certain nombre de choses, notamment quelque chose qu'ils n'attendaient pas, mais qui avait été la prédiction de Zwicky, à savoir que on allait former une étoile à neutrons. En fait, durant l'effondrement, les protons et les électrons, qui sont des... Une demi-seconde plus tard, cette même masse, c'est devenu une boule de neutrons, ce qu'on appelle une proto-étoile à neutrons, PNS pour Proto-Neutron Star, et ça fait maintenant la taille de la Réunion, mais toujours la masse du Soleil. Et cet effondrement, il s'est passé en une demi-seconde. Pendant ce temps, alors oui, je vous dirais même pour la masse du Soleil dans la taille de la Réunion, hein. C'est-à-dire que si vous prenez une petite cuillère à café de ça, comme si c'était votre boîte de céréales au petit déjeuner, dans votre petite cuillère, vous avez 1 milliard de tonnes. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont absolument délirants. Mais il y avait le reste de l'étoile quand même qui était sagement assis sur ce cœur, qui s'est compacté en une demi-seconde, donc elle n'a pas le temps au début de réagir. Puis après c'est comme dans les films de dessins animés, où le personnage qui court au bord de la falaise, puis au bout d'un moment il s'aperçoit qu'il n'est plus sur la falaise, il tombe. Donc là c'est pareil, à un moment le cœur se dit tiens, ce qui était au-dessus du cœur se dit tiens, il y avait quelque chose là avant, il y avait un plancher, non? Il n'y a plus. Ça se met à tomber, mais c'est accéléré par quelque chose qui fait la masse du Soleil. Ça tombe à 1/10 de la vitesse de la lumière. Alors si vous êtes dans cette salle ce soir, si vous n'êtes jamais rentré a priori à 110 km/h dans un mur en béton. Là, on a du fer
qui arrive donc à un dixième de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 1 million de fois plus vite que 110 km/h. Et il arrive, je vous rappelle, 1 milliard de tonnes dans une petite cuillère, ce qui est 1 million de milliards de fois la densité du béton. Évidemment, ça ne se passe pas très bien, et là on a effectivement un rebond qui pourrait expliquer l'explosion. Sauf que, pendant que ça rebondit, il y a le reste de l'étoile qui continue à tomber. Alors ici, on est habitué au cyclone. Il faut avoir des vents à 200 km/h. On évite de sortir. C'est juste du vent, c'est une densité de l'air. Là, on essaye d'avancer contre du fer, avec une densité qui est de l'ordre seulement du milliard de tonnes dans la petite cuillère, et qui avance à un dixième de la vitesse de la lumière face à nous. Et donc le choc, il n'arrive pas à avancer. Et c'est un vrai problème pendant des années, et on ne sait pas trop quoi faire. Alors, ça reste quand même l'idée principale, on se dit bah, c'est ça qui doit expliquer l'explosion, mais il faut réussir à pousser le choc. Et alors il y a une idée qui est proposée dès cette époque-là, c'est qu'on a formé ces petites particules, les neutrinos. Le problème du neutrino, c'est que même si on en a fait beaucoup, c'est une particule qui interagit extrêmement peu avec la matière. En fait, depuis le début de la conférence, vous avez chacune été traversé par des millions de milliards de neutrinos, à peu près. C'est 65 milliards par centimètre carré par seconde. Et ça vous fait absolument rien, parce que en gros, sur votre durée de vie, il y a un des neutrinos qui vous aura traversé qui va interagir avec vous. C'est d'ailleurs une blague d'un de mes directeurs de thèse, c'est que dans le milieu, s'il y a 50 ans on n'a pas arrêté un neutrino, on a raté sa carrière. Alors, et puis, il avait un profil un peu rugbyman, 2 mètres, 110 kilos, et il disait certains en arrêteront peut-être 2. Le problème, donc, c'est que ces neutrinos, ok, ils sont très nombreux, ils ont plein d'énergie, mais ils interagissent très mal avec la matière. Et donc ça marche pas trop, et on commence un peu à abandonner parce que les simulations n'arrivent pas, on se dit c'est trop complexe, il y a trop de phénomènes, la relativité générale, la physique des particules, de l'hydrodynamique. Pour les codes de l'époque, c'est pas possible. On en est presque à abandonner, sauf que il se passe un truc juste à ce moment-là. En 1968, on découvre un pulsar. Un pulsar, c'est un type particulier d'étoile à neutrons qui agit un peu comme un phare et qui nous balaye régulièrement, il nous envoie sa lumière. Et 1 an après avoir découvert le premier pulsar, on en trouve un, où? Ici. Au milieu de ce cadavre, on observe, là où on pensait déjà avoir repéré quelque chose, qu'il y a effectivement un pulsar. Alors avec les images modernes, je peux vous montrer une autre image, une autre version de cette image-là, où on a rajouté ce qu'on voit en rayon X. C'est cette lumière un peu violette qui est superposée par-dessus. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'objet central avec un peu des couronnes autour. En fait, si on regarde que les rayons X, voilà ce que ça donne. Vous avez cette fameuse étoile à neutrons qui a une rotation extrêmement rapide et qui du coup a un disque de matière autour d'elle et puis des jets au niveau des pôles. Tellement ça tourne vite, et la matière qui arrive à ce niveau-là ne peut pas s'accréter sur l'objet et éjecter par les pôles. Et donc ça redonne du baume au cœur quand même, on se dit ah, il y a vraiment une étoile à neutrons là, on doit quand même être sur la bonne piste. Alors il se passe d'autres choses, notamment en 1973, on découvre ce qu'on appelle les courants neutres. Il y avait d'ailleurs au début du mois un événement au CERN pour les 50 ans de cette découverte. Donc ils avaient été prédits à la fin des années 60 par 3 scientifiques, Glashow, Weinberg et Salam, qui ont eu le prix Nobel pour ça. Ces courants neutres, c'est un nouveau moyen pour les neutrinos d'interagir avec la matière, qui fait qu'ils interagissent beaucoup plus que ce qu'on pensait. Ça ne change rien sur les statistiques que je vous ai données, qui sont les statistiques modernes, vous n'êtes pas une étoile à neutrons. Mais dans ce contexte-là, ça change des choses, et
on commence à réussir à faire des choses, et en 1885, il y a deux scientifiques, Bethe et Wilson, le même Bethe qui 40 ans avant avait prédit que c'était des réactions nucléaires dans le Soleil, qui proposent le mécanisme qu'on voit ici, donc avec la fusion successive, l'effondrement du cœur de fer toujours en une demi-seconde, la étoile à neutrons, et les neutrinos qui sont absorbés dans la région du choc. Et en fait, il y a à peu près 10% des neutrinos qui se trouvent à être absorbés, qui déposent leur énergie et qui aident à pousser le choc. Ça marche toujours pas dans les simulations. Ça commence à désespérer les gens, et il se passe à nouveau un truc miraculeux. En 1987, donc juste 2 ans après leur publication, on observe quelque chose dans cet objet du ciel. Il y a peut-être des gens qui l'ont reconnu, ceux qui sont habitués d'astronomie. On est dans ce qu'on appelle le Grand Nuage de Magellan, qu'on a la chance de pouvoir voir à La Réunion, parce que c'est un objet de l'hémisphère sud. Et en haut à gauche, on a ce qu'on appelle la nébuleuse de la Tarentule. En 1987, on observe une supernova dans ce Grand Nuage de Magellan. Et alors là, c'est magique parce que on a des tas de choses. La première, c'est qu'on a une photo de juste avant. Donc on sait quelle étoile a explosé. On connaît les caractéristiques de l'étoile. La deuxième, c'est qu'on détecte les neutrinos qui proviennent de cette explosion. À cette époque, on a 3 expériences sur Terre qui sont capables de détecter des neutrinos. C'est pas leur objectif, elles sont là normalement pour étudier la désintégration ce qu'on appelle la désintégration du proton. Mais elles vont détecter 25 neutrinos en l'espace de 13 secondes, à une époque où les 65 milliards de neutrinos par centimètre carré seconde dont je vous parle, ils sont en fait essentiellement émis par le Soleil. Et sur ces 65 milliards, on en détecte quelques-uns par jour. Là, on en détecte 25 en 13 secondes. Et, toujours un peu dans la série du coup de chance, le détecteur qu'on voit le plus, qui est le détecteur japonais, Kamiokande, on a vu 13 sur les 25, normalement à cette heure-là, il est éteint, à l'heure où il y a la détection. Parce que c'est le moment où on change les bobines magnétiques d'enregistrement, parce que les scientifiques vont prendre le train pour rentrer chez eux, et ils vont emmener les bandes au laboratoire pour qu'on analyse les données. Mais là, c'est un jour férié au Japon, du coup il n'y a personne, et l'expérience continue à tourner. Donc ouais, des fois ça tient un peu de choses. Donc voilà l'étoile qui est vue juste avant. Et il y a un autre truc qui est impressionnant, c'est que ces neutrinos, ils arrivent 3 heures avant le flash lumineux. Or, à cette époque-là, on est convaincu qu'il n'y a rien qui voyage plus vite que la lumière, et que les neutrinos ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière. Donc le seul moyen qu'ils arrivent 3 heures avant, c'est qu'ils soient partis 3 heures avant. Et pourquoi? Parce qu'ils sont émis dès le début de l'explosion, au centre de l'explosion, alors que la lumière, elle est émise à partir du moment où l'onde de choc atteint la surface de l'étoile. Et l'onde de choc, elle a beau se déplacer à 10 000 km par seconde, quand vous avez une étoile qui a un rayon de 700 millions de kilomètres, il faut quelques heures pour traverser. Et donc ça valide extraordinairement bien tout ce qu'on pensait à l'époque. Et puis il y a quelque chose d'autre, c'est qu'on voit que l'explosion, elle n'est pas du tout sphérique, comme on se l'imaginait avant. Toutes les simulations qu'on faisait à cette époque-là, ce qu'on appelait des simulations à une dimension, parce qu'on se disait, on fait selon un axe, et puis après c'est pareil dans toutes les directions. Et c'était là l'erreur, c'est qu'en fait, ces explosions, comme on a pu le voir avec le crabe, c'est quelque chose qui est complètement difforme, et on arrive à faire des choses mieux, du coup, avec ça. Alors tout ça, ça valide pas mal le mécanisme, donc aujourd'hui c'est à peu près compris dans les grandes lignes. Il reste des détails, parce que même en faisant du multi-D, ça, c'est pas aussi simple. Notamment, les simulations sont devenues extrêmement coûteuses. Je vous en montrerai peut-être une juste à la fin. Mais il y a quand même beaucoup de progrès. Alors la première chose, c'est qu'on a fait des progrès en observation. Ça, c'est le graphique que j'avais fait la première fois que j'ai donné cette conférence, qui a un petit peu évolué quand même depuis, donc c'était en 2022. On était le 1er juin, donc l'année n'est pas encore finie, on a déjà quasiment autant que les années précédentes. Et ici, ce qu'on appelle une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'au début, vous avez 1 à 1, puis ça devient 10, 100, 1000, 10 000 par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on a détecté au moins 30 supernovas. Là où, quand Zwicky a démarré, on en connaissait moins de 10. Il y a un nouveau télescope là, qui démarre l'an prochain ou dans un an, qui compte en détecter 10 millions
sur la décennie à venir. Donc ça vous fait 1 million par an, divisé par le nombre de jours. On est encore en train de passer un cap de plus. La deuxième chose, c'est sur la compréhension de la nucléosynthèse. On a eu un événement extraordinaire en 2017, où on a vu la fusion de 2 étoiles à neutrons, qu'on a détecté aussi bien par le rayonnement électromagnétique que par les ondes gravitationnelles. Grâce à ça, on sait aujourd'hui où tous les éléments qui composent la Terre, qui nous composent nous, qui composent les objets que vous possédez, proviennent. Et si vous regardez bien, entre ce qui est jaune, qui correspond à une supernova, ce qui est violet, qui correspond à la fusion de 2 étoiles à neutrons, mais qui a du coup déjà nécessité 2 supernovas avant pour former ces étoiles à neutrons, vous retrouvez, vous êtes essentiellement des morceaux de cadavres de supernovas réassemblés en humains. Alors il reste quand même beaucoup de questions ouvertes. Je n'ai pas le temps de vous présenter. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui on les détecte dans 1 km par 1 km par 1 km en profondeur également. Et en plus en démarrant à 1500 mètres sous la surface, donc ils descendent jusqu'à 2500 mètres. Un détecteur qui utilise du coup 1 milliard de tonnes de glace de l'Antarctique comme structure de détection de neutrinos. Avec celui-là, on pourra voir des choses merveilleuses. Mais il y a une condition pour qu'on puisse voir des choses, c'est que la prochaine supernova intéressante, elle soit dans notre galaxie. Et pour l'instant, la dernière connue, c'était il y a 120 ans. Et encore, elle n'avait pas été observée. Donc maintenant, on croise les doigts pour une prochaine supernova galactique. Et puis j'espère que vous aurez la chance de pouvoir en voir une dans le ciel de votre vivant. Normalement, c'est 3 par siècle, statistiquement. Donc il y a une petite chance. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Bruno, c'était passionnant. Alors, vous avez peut-être des questions à poser, donc je vous invite à lever la main. Moi, j'en ai une. Attends, s'il y en a qui veulent sortir avant les questions, vous poserez les questions, mais il n'y a pas de souci. Hein, je ne m'offusquerai pas de cela. Et je vous passe. Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'on faisait en Europe en 1006 et en 1054 qu'on n'a rien vu Eh ben, on était complètement dominé par la religion, c'était l'âge noir du Moyen-Âge, et donc c'est quelque chose que les religieux ne savaient pas expliquer, ben, on essayait vite de le cacher sous le tapis. Donc ce genre d'événement, on s'en débarrassait. Donc il y a peut-être eu d'autres traces, mais qui ont été détruites délibérément. Ok, merci. Qui a levé la main? Personne? Ah, pardon. En même temps, je vous montre une des dernières simulations numériques qui a été faite par une équipe en Allemagne de ce genre d'explosion. Et puis je vous dirai après le temps de calcul qu'il faut pour faire une simulation comme ça. Et du coup, les trous noirs, comment ils se forment? Eh bien, les trous noirs, figure-toi que c'est quasiment la même chose. Tu prends le même mécanisme, sauf que tu n'arrives pas à redémarrer le choc. En fait, je ne l'ai pas dit, mais ce qui s'est passé dans les simulations pendant 50 ans, c'est qu'au lieu de former des étoiles à neutrons et des supernovas, on formait des trous noirs. Alors c'est bien aussi, hein, parce que ça a répondu à comment on forme des trous noirs, mais nous, ce qu'on voulait quand même, c'était faire des explosions et des étoiles à neutrons. Donc c'était un résultat un peu mitigé. Et donc voilà, les trous noirs, alors là je parle de ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, hein, qui ont des masses de l'ordre de quelques fois la masse du Soleil. Ils se forment pareil à la fin de vie des étoiles. Simplement, c'est des étoiles qui sont trop massives. Dès que tu dépasses 40 fois la masse du Soleil, là, tu peux plus t'en sortir, tu n'arriveras jamais à faire une explosion. Et puis en dessous, dans la tranche entre 8 et 40, ça dépend beaucoup de paramètres, ça dépend notamment de la rotation de l'étoile, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, ça fait partie des questions encore d'actualité. Quels sont les paramètres exacts qui jouent là-dessus? D'ailleurs, moi, mon sujet de thèse, en fait, c'était d'étudier l'impact de la rotation sur ces phénomènes. Et quand est-ce que tu arrives à un trou noir, quand est-ce que tu arrives à une supernova? Bah, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. Après, les trous noirs dits supermassifs, qui sont au centre des galaxies, ça, c'est une autre question.
Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. On a des scénarios, mais on n'a pas de réponse définitive. Alors, il y a des questions là-haut, je ne sais pas. Là-haut. Le prochain télescope, s'il vous plaît, à quoi il marche et qu'est-ce qu'il va chercher? Et puis là, avant d'arriver sur la caméra, entre le télescope et la caméra, on a aussi mis une lentille. C'est la plus grande lentille qui a jamais été fabriquée. Elle fait quasiment 2 mètres de diamètre. Donc vous pouvez tenir dans l'objectif de l'appareil photo. Et donc comment il va fonctionner? En fait, il va prendre des photos du ciel en permanence, ce qu'on appelle un télescope grand champ. Il peut prendre des grandes zones du ciel. Et toutes les nuits, tout le temps, il va photographier tout le ciel, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour essayer de découvrir des tas de ces événements. En fait, c'est la même méthode que Curtis il y a 100 ans, hein, c'est on fait des photos et puis on compare les photos les unes avec les autres, simplement améliorées avec les moyens modernes. Et pour vous donner des idées, là j'ai visité récemment le laboratoire, ils ont fabriqué les miroirs. Le niveau de précision sur les miroirs, et puis sur les lentilles aussi, c'est que entre l'endroit le plus haut et le plus bas de la surface du miroir, il y a 5 atomes d'écart. Vous êtes installé en France? Non, il est installé comme quasiment tous les télescopes modernes au Chili, en Amérique du Sud. Vous avez parlé de la distance entre les deux arches. Les miroirs sont fabriqués en France, en Allemagne, et donc après ils sont chargés sur des bateaux qui parcourent le Rhin pour arriver jusqu'à l'Atlantique, puis traversent jusqu'au Chili. Il y a du monde là-haut à lever la main? Oui, il y a une question là-haut, mais peut-être... Là-haut. Eh ben, alors ça dépend de ce qu'on appelle prédictible. Par exemple, il y a une étoile qu'on connaît bien dans le ciel, qui est dans Orion, c'est l'étoile qui a l'épaule d'Orion, un peu orange, qui s'appelle Bételgeuse. Bételgeuse, c'est ce qu'on appelle une supergéante rouge. Elle fait 1000 fois la taille du Soleil. Elle est à sa fin de vie. Elle va exploser bientôt. Ça veut dire dans le prochain million d'années. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 1 million d'années. Donc, de ce point de vue-là, c'est très peu prédictible. Une raison à ça, c'est qu'on est à peu près incapable de savoir ce qui se passe au cœur d'une étoile. On peut voir que la surface, parce que tout le rayonnement, il est absorbé, qui est mis au centre, il est absorbé avant d'atteindre la surface. Donc on connaît quasiment rien, on n'a quasiment aucune mesure sur l'intérieur des étoiles. Il y en a quand même des choses, mais en fait, ces méthodes-là, qui permettent de savoir des choses sur l'intérieur, il se trouve qu'elles ne marchent pas pour des étoiles super géantes, parce que l'intérieur est beaucoup trop loin de la surface. J'ai dit, elle fait 1000 fois la taille du Soleil. Donc le Soleil, on arrive à faire des choses sur son centre. Une étoile qui fait 1000 fois la taille du Soleil, ce qui reste en surface, on n'a plus aucune information. Par contre, on l'a dit, les neutrinos, ils vont arriver avant. Et donc, on peut avoir entre quelques heures jusqu'à quelques jours, entre le moment où on va recevoir des neutrinos et le moment où il y aura quelque chose de visible dans le ciel en termes de lumière. Donc, s'il y a une prochaine supernova dans la galaxie, normalement, les scientifiques devraient pouvoir l'annoncer au public où elle sera visible avant qu'elle le soit. C'est ça la prédictibilité qu'on a. Moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez du phénomène qui permet d'augmenter le nombre d'interactions des neutrinos. Oui, les courants neutres. Ouais. Vous pouvez développer un petit peu? En fait, donc, les neutrinos, ils interagissent que par deux choses. Ils interagissent par la gravitation parce qu'ils ont une masse, sauf que cette masse est extrêmement faible, donc c'est quelque chose qui est complètement négligeable. Et ils interagissent par une autre interaction qu'on appelle l'interaction faible. Dans la nature, il y a 4 interactions fondamentales. La gravitation, qu'on connaît tous parce qu'on l'a subie facilement. Il y a l'électromagnétisme, ce qui est responsable de tout ce qui est électricité, champ magnétique. Il y a l'interaction faible, qui est responsable notamment des intégrations. Et puis l'interaction forte, qui est responsable de la cohésion du noyau, parce qu'on a mis plein de protons qui sont des particules chargées positivement, qui normalement devraient se repousser, et qui arrivent à rester ensemble grâce à l'interaction forte. Donc le neutrino, à part la gravitation, il n'interagit que par l'interaction faible. C'est la seule particule d'ailleurs à faire ça, à n'interagir que par gravitation, interaction faible. L'interaction faible, elle a 3 ce qu'on appelle bosons. C'est des particules qui sont responsables des interactions. Avant les courants neutres, en fait, on connaissait que 2 bosons, qui sont Z+ et Z-, qui ont une charge. Donc c'est des bosons qui sont chargés. Et donc, on connaissait que les interactions qui faisaient intervenir un boson chargé. Et donc ça veut dire, comme le boson est chargé, ça veut dire qu'il y a une charge qui est échangée quelque part dans l'interaction. Les courants neutres,
ça utilise un troisième boson, qui est, pardon, je dis Z, mais c'est W plus W moins, et le boson Z0, qui lui est donc le boson neutre. Et ce boson-là permet des interactions où il n'y a pas d'échange de charge électrique. Les neutrinos, eux, n'ont pas de charge électrique, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'interagissent pas par interaction électromagnétique. Et cette nouvelle possibilité d'interaction leur permet de faire des interactions par exemple avec un neutron. Or là on a parlé d'un milieu où il y a quand même beaucoup de neutrons. Et du coup, on peut avoir un neutrino qui fait une interaction avec un neutron, et il se passe quelque chose derrière. Et cette interaction-là, elle est permise par ce boson supplémentaire Z0 qui est neutre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que l'effondrement d'une étoile produit des ondes gravitationnelles, et si oui, est-ce qu'elles sont détectables? Donc effectivement, on a parlé beaucoup de signal en neutrinos. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les astronomes, donc, ils peuvent voir, c'est-à-dire on regarde la lumière qui vient des étoiles, et puis dans tout le domaine du spectre, hein, des rayons X, gamma, aux infrarouges, à radio. On est capable aussi de voir des particules, comme les neutrinos, et puis on dit maintenant qu'on est aussi capable d'entendre avec les ondes gravitationnelles. La première détection, c'était pour un trou noir, enfin 2 trous noirs qui ont fusionné en 2015, et puis maintenant on a quelques autres événements en plus. Pour les supernovas, il est possible, effectivement, qu'elles émettent des ondes gravitationnelles, parce que si on regarde ce qui se passe dans le cœur de la supernova, alors la vidéo, il y avait dans la vidéo précédente où vous aviez pu voir, si, je sais plus si elle est fixée sur l'objet. Ouais, alors il me semble que donc elle est fixée sur l'étoile à neutrons, mais en réalité l'étoile à neutrons elle va bouger, parce qu'il y a énormément de masse autour d'elle, et donc ça va l'emmener à avoir un déplacement. Or, ce qui émet des ondes gravitationnelles, c'est le déplacement de la matière, et notamment de la matière extrêmement compacte. C'est pour ça qu'on voit essentiellement des trous noirs, mais là on pourrait peut-être voir les mouvements de cette étoile à neutrons, et chose extrêmement intéressante, donc là c'est pour le coup une simulation qui est issue de mes travaux à moi. On observe, on va avancer un petit peu, on observe beaucoup dans les simulations le développement d'une espèce de spirale de l'onde de choc qui va se mettre à tourner. Vous voyez là, hop, il y a une espèce de point triple, on appelle un point triple, qui tourne, et vous avez une sorte de spirale. C'est comme s'il y avait une sorte de cuillère de bâton qui tenait le choc et qui le faisait tourner. Et cette spirale, elle entraîne un déplacement de l'étoile à neutrons. Ici, l'étoile à neutrons est fixée, c'est le référentiel de la simulation. Mais ces mouvements-là, on pourrait les voir, et du coup, on pourrait mesurer la période de rotation de cette spirale qu'on voit ici. On la verrait également en neutrino, puisque quand la partie colorée, on va dire un peu jaune-orange, passe entre nous et entre l'étoile à neutrons et puis nous, il va y avoir plus d'absorption de neutrinos dans cette direction-là, et donc on va voir une courbe un peu sinusoïdale du flux de neutrinos. Et donc les ondes gravitationnelles et les neutrinos nous permettent de voir ce qui se passe au cœur, justement, puisque ça c'est vraiment au cœur. Là, j'ai pas donné les dimensions, mais la boîte ici, elle fait 1000 km. Et l'échelle de temps, vous l'avez en haut. On parle de choses qui sont extrêmement rapides. Par contre, à nouveau, la condition, c'est que ce soit dans notre galaxie. Parce qu'on n'est pas sensible à des distances supérieures à ça. Ça, justement, c'était la question, c'est le SST, ouais. Lui, il pourra uniquement détecter des supernovas galactiques. Non, le SST, donc lui, il est en optique, enfin, en lumière, et lui, il va détecter des supernovas dans des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière de nous. Non, c'est en optique. Quand je vous dis qu'aujourd'hui on en détecte 30 par jour, la plus proche de détecter, elle est à des centaines de millions d'années-lumière. C'est parce que plus on s'éloigne dans l'univers, c'est un effet de volume, hein. Plus on s'éloigne, plus on a de galaxies, et donc plus on a d'événements. Elles correspondent à quoi les couleurs là sur la simulation? Alors, ça va pas forcément parler à grand monde, c'est de l'entropie. En fait, l'entropie, c'est en quelque sorte une mesure du désordre de la matière.
C'est relié à beaucoup de choses. Ça correspond donc aussi bien aux zones de haute densité, aux zones de haute température. Mais pour les scientifiques, pour des raisons qui seraient un peu longues à développer, l'entropie est plus utile pour nous. Mais en première approche, on peut dire température. Donc c'est des zones, en fait, les zones. Ce que vous voyez sur cette simulation. La zone violette, c'est la pluie de fer qui est en train d'arriver. Et la zone orange, c'est la zone qui est sous le choc. Le changement brutal de couleur, c'est le niveau se situe l'onde de choc. On peut imaginer ça, ce genre d'onde de choc, quand vous ouvrez votre robinet dans votre évier, au niveau où l'eau tombe, vous avez une petite zone qui est très plate, très fine, et puis à un moment, le niveau de l'eau remonte d'un coup. Donc ça, c'est une onde de choc également, ce qu'on appelle un ressaut hydraulique dans ce cadre-là. Là, c'est la même chose, sauf que l'eau, au lieu d'arriver au centre et de partir sur les bords, elle arrive des côtés, donc la zone très fine, elle est sur les côtés, et puis on a ce choc. Et d'ailleurs, en fait, on est capable de le faire en hydraulique, et on a un objet dans mon ancien laboratoire où j'étais en thèse, qui s'appelle la fontaine à supernova, où on fait la même chose, mais avec de l'eau. Je crois que j'ai une petite vidéo qui traîne avec ça. Hop. Voilà. Ça, c'est une ancienne version, il y a eu plusieurs étapes depuis, mais... Et on voit pareil cette onde de choc qui tourne. Voilà. Et vous avez fallu combien de temps là, pour créer cette simulation? Alors oui, c'est vrai, j'avais dit que je parlais des durées des simulations. Celle-ci, vous voyez, donc il y a un gros niveau de précision, mais la physique qui est dedans est très simplifiée. Notamment, les neutrinos sont pris en compte d'une manière vraiment très très simple. C'est juste, en gros, c'est un terme de chauffage. C'est-à-dire que je dis qu'il y a tant de neutrinos par seconde qui déposent leur énergie. Ça s'arrête là. Cette simulation-là, c'est quelques milliers d'heures de calcul. Sur environ... Donc c'est environ 24 000 heures, sauf que comme je fais tourner sur 1000 processeurs en même temps, en une journée c'est fait. Celle-ci, c'est une simulation en 3D. Les miennes, elles sont en 2D, comme on peut le voir. Avec tous les ingrédients physiques, transport des neutrinos avec ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann, l'hydrodynamique, la relativité générale. Cette simulation-là, on voit que c'est beaucoup moins résolu, hein. Le niveau de détail n'est pas du tout le même. C'est 50 millions d'heures de calcul. Donc évidemment, on ne fait pas la même chose avec, il y a des intérêts aux deux. Et donc 50 millions d'heures de calcul, si vous calculez un peu ce que ça donne, c'est, vous prenez 15 000 processeurs pendant 4 mois. C'est des infrastructures qui existent qu'à des niveaux continentaux. C'est ce qu'on appelle des supercalculateurs, hein. C'est parmi les 10 machines les plus puissantes au monde qui font tourner ce genre de choses. Et donc vous avez une simulation en 4 mois. Moi, des simulations comme celle que je vous ai présentée avant, j'en ai fait 600. Donc évidemment, on ne fait pas la même chose. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'exploration de paramètres. Je teste plein de valeurs de paramètres différentes pour voir où est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Et après, du coup, eux, ils vont prendre mes résultats pour choisir les paramètres de la prochaine simulation qu'ils vont faire. Parce que je leur ai dit, tiens, regardez, dans cette région-là, il se passe des choses intéressantes. C'est là que vous devriez faire votre prochaine simulation. Alors je ne suis pas tout seul, hein. Il y a d'autres personnes qui font d'autres choses, qui donnent d'autres avis, et puis après, du coup, il y a des réunions de communauté pour discuter de qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on ne lance pas un calcul à 50 millions d'heures en se disant, bon, vas-y, on lance, on verra ce que ça donne. Oui. Est-ce que, pour les trous noirs, est-ce que vous pensez que, comme la gravitation est supérieure à la pression de dégénérescence des neutrons, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui nous manquent en fait? Parce qu'il y a les bosons, est-ce qu'on découvrira à l'avenir des nouvelles
Alors, donc déjà sur les étoiles à neutrons, j'ai passé beaucoup de choses sous silence. Le fonctionnement de la structure d'une étoile à neutrons, ça pose beaucoup de questions aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent uniquement là-dessus. Dans mon jury de thèse, il y avait une personne dans son domaine d'expertise, c'était les équations d'état des étoiles à neutrons. 30 ans de recherche dessus. Quand on dit étoile à neutrons, en réalité, à l'intérieur, il y a probablement une espèce de soupe de quarks, qui sont des composants élémentaires en dessous de l'échelle des nucléons. Les protons et les neutrons sont composés de 3 quarks, un comme les autres. Et donc c'est peut-être une espèce de soupe de ces quarks, et puis du gluon, qui est, on parlait des bosons de l'interaction faible, le gluon c'est le boson de l'interaction forte, donc c'est celui qui lie les éléments de l'interaction forte. Alors peut-être que c'est cette espèce d'énorme soupe de quarks, et où il se passerait des choses un peu différentes. Peut-être qu'il y a de la matière qu'on appelle la matière étrange, des particules qu'on ne connaît pas à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent, notamment il y a différents phénomènes, ce qu'on appelle les glitches dans les rayonnements des pulsars. Donc il y a encore beaucoup de questions ouvertes. De toute façon, dans chaque domaine, je vous ai présenté des grandes lignes, mais si vous creusez un peu sur un truc, vous allez toujours trouver des choses à faire. Donc ça, c'est la première chose. Sur les trous noirs, là, c'est une question qui est un peu différente, qui tient au fait qu'on est en train de mélanger deux choses. On a d'un côté la relativité générale, qui nous dit comment l'espace et la matière interagissent entre eux. Et puis on a de l'autre côté tout ce qu'on appelle le modèle standard, qui réunit les trois autres interactions, interactions faibles, fortes et électromagnétiques, et qui nous dit comment les particules interagissent entre elles. Sauf que dans le cas d'un trou noir, ce qui se passe, c'est que les équations d'Einstein nous disent que la masse est tellement importante que l'espace-temps se déforme au point de ne plus laisser échapper quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du trou noir? Ben ça, c'est une excellente question à laquelle on n'aura peut-être jamais de réponse, puisque par définition, on ne peut pas avoir d'informations sur l'intérieur d'un trou noir. Donc il y a des modèles, il y a plein de théories différentes. Il y a même des gens qui pensent que les trous noirs n'existent pas, et qui ont proposé des étoiles bosoniques, justement, où quand la matière se compacte au-delà de la densité nucléaire, on a une espèce d'une soupe de bosons, d'interaction forte, et qui au bout d'un moment, ils vont eux-mêmes avoir une pression de dégénérescence qui va arrêter l'effondrement, et que ça va rebondir, et que le trou noir va se dissiper. Le problème, c'est que la relativité générale nous dit aussi que quand on a ce genre de champ gravitationnel, le temps est extrêmement dilaté. Ce qui fait, par exemple, si vous envoyez un objet pour traverser un trou noir en espérant que juste au moment où il traverse, vous avez encore les informations qui vous parviennent de la partie arrière de l'objet, ben en fait, vous ne les recevez jamais, parce que de votre point de vue extérieur, l'objet met un temps infini à traverser le trou noir. Et donc, pour ces histoires de rebond, c'est un peu pareil. Le problème, c'est que d'un point de vue extérieur, le rebond, il prend une durée infinie. Donc on rentre dans beaucoup de domaines de recherche qui sont, on va dire, spéculatifs, parce qu'on peut proposer plein de choses, tant qu'on ne peut rien observer, ça ne nous avance pas à grand-chose. C'est un problème qu'on a dans beaucoup de domaines de recherche en physique aujourd'hui, c'est qu'on propose des choses, mais dans des domaines où on n'est plus capable d'observer, et donc si on n'est pas capable d'observer, on n'est plus vraiment en train de faire de la physique. Lord Kelvin disait qu'il n'existe de physique que le mesurable, et quand on regarde dans l'histoire, toutes les théories qui ont été développées, elles ont été développées parce qu'il fallait répondre à des mesures expérimentales qu'on n'arrivait pas à comprendre. Typiquement, la relativité générale, il y avait une question fondamentale qui était ce qu'on appelle l'avance du périhélie de Mercure, c'est-à-dire que l'orbite de Mercure se décale petit à petit. Très rapidement, on a su calculer l'effet, on a montré que c'est 90% à cause de Jupiter, mais il restait un petit truc qu'on n'arrivait pas à faire. Et le premier succès de la relativité générale, ça a été d'expliquer ce truc-là. Et la deuxième chose qu'une théorie doit faire, c'est avoir une valeur prédictive. C'est-à-dire, ok, tu as réussi à m'expliquer ça, maintenant prédis-moi quelque chose de nouveau que je vais pouvoir aller observer. Et donc là, ce qu'Einstein a proposé comme prédiction nouvelle, c'est la déviation de la lumière par la masse. Mesure en 1919, avec une éclipse de soleil, l'expédition d'Eddington, on s'aperçoit effectivement que la lumière qui passe d'un côté et de l'autre du soleil est déviée par la masse du soleil, et la valeur de déviation correspond à la prédiction d'Einstein. Donc ça, c'est une belle théorie, c'est une théorie qui fonctionne, elle explique quelque chose, et elle prédit quelque chose de nouveau. Le problème qu'on a aujourd'hui avec énormément de théories, c'est qu'elles travaillent sur des objets où elles essaient d'expliquer des choses, de manière plus ou moins complexe, et si elles nous font des prédictions, c'est sur des trucs qu'on ne peut pas mesurer.
Et donc là, du coup, on rentre spéculatif. Donc l'intérieur d'un trou noir, pour moi, ça rentre dans cette catégorie-là. On peut proposer des choses, mais de là à les vérifier, ça va être une autre histoire. Est-ce que toutes les étoiles visibles, elles sont observées en continu par la Terre? Alors, oui et non. Je pense que pour une grosse partie, tu vas trouver toujours un appareil qui est pointé dessus. Il y a de plus en plus... les supernovas, en fait, c'est un domaine où les amateurs ont encore énormément d'importance. Alors avec le LSST, ça a commencé à diminuer. Mais il y a énormément de supernovas qui sont encore découverts par des amateurs qui font des photos du ciel et puis ils trouvent des choses. Aujourd'hui, on commence quand même à avoir... Il y a un réseau qui s'appelle Assassin. C'est un acronyme en physique, de toute façon, en sciences de manière générale, on aime beaucoup faire des acronymes qui font des mots. Et donc Assassin, c'est All Sky Survey, quelque chose comme ça, bref, qui regarde tout le ciel partout, en permanence. J'ai des photos sur mon téléphone, mais là ça va être trop compliqué à montrer du coup. Mais ils ont mis 4 appareils photo collés avec eux, qui ont un énorme champ, et puis ils photographient partout, tout le ciel, tout le temps. Ils en ont mis un peu partout sur la planète. Donc globalement, il y a énormément de choses qui sont surveillées en permanence, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui explose, on a de très très fortes chances d'avoir une image juste avant. Et avec le LSST, ce sera quasiment assuré. Voilà, il va photographier quasiment la moitié du ciel, parce qu'il ne peut pas voir l'autre côté évidemment, mais il va photographier la moitié du ciel toutes les nuits. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir évidemment, ce qui est de l'autre côté du soleil. Ça, on ne voit pas. Si ça se passe là-bas, dommage. Bon, oui, alors on va prendre la dernière question. Bonsoir Bruno, Antoine Saint-Benoît. Tout d'abord, merci pour tout ce que tu as fait pendant le congrès des Deux Infinis, parce que grâce à toi, les chercheurs qui sont venus à La Réunion se sont déplacés dans l'Est aussi. Je ne sais pas, je ne pose pas de question, hein, c'est plutôt une demande. Je ne sais pas si je m'adresse plutôt à Madame Derolé ou à Bruno. Nous souhaiterions, mais bon, ça n'a pas programmé pour la fête de la science, mais il y a encore l'année de la physique, de déplacer un peu ce genre de conférence pour nos jeunes, parce que j'ai vu tu avais un public jeune tout à l'heure, mais moi, dans l'Est, j'ai un public encore plus jeune, qui sont très passionnés par ce que tu as fait aujourd'hui. Je te réponds tout de suite, oui, je peux venir faire une conférence dans l'Est. Oui. De toute façon, ce ne sera jamais que la 3e fois qu'on me demande cette semaine de refaire cette conférence. Donc je vais déjà la refaire à Saint-Paul, je vais déjà la refaire à Saint-Denis, oui. Je peux la refaire à Saint-Benoît. D'accord, ouais. Ah bah merci. Mais mon public est très jeune parce que vous savez peut-être que la réforme a déplacé, a mis le programme, exactement le cœur du programme pour l'enseignement scientifique. Donc on ne dit plus spécialité, c'est l'enseignement scientifique. Et c'est exactement ce que tu as raconté tout à l'heure. Oui, j'ai enseigné ce programme l'année de la réforme, effectivement, où il y a la nucléosynthèse, l'origine des éléments dans l'univers, Hans Bethe et compagnie. J'étais très content d'ailleurs, je sortais de thèse et j'arrive et je vois que mon premier truc à enseigner, première semaine, c'est ça. Alors si c'était possible, ça serait pour la fête de la science ou l'année de la physique, hein, ça nous... oui, on a tout le temps pour attendre. De toute façon, tu connais mon adresse, donc tu m'écris un mail et on va ensemble. Merci pour ça. Voilà. Merci. Bien. Merci d'être resté jusqu'au bout des questions. Oui, Bruno, il me semble effectivement que tu refais la conférence pour la fête de la science. Tu vas la refaire? Alors, pour la fête de la science, là, c'est fini. La fête de la science, elle se termine à la fin de la semaine. D'accord, c'est terminé. Donc, pour la fête de la science, c'est fini. Par contre, effectivement, on vient demander de la refaire à l'espace Saint-Paul. Donc là, on est en discussion sur la date, mais a priori, ce sera fin mars. Et puis à Saint-Denis en avril, mai. Mais bon, a priori, c'est pas pour les gens qui sont ici. Enfin, si vous avez vraiment envie de la revoir, hein. Il y a des gens qui la voyaient ce soir pour la 3e fois. Je ne vise personne. Mais voilà, si vous avez connaissez des gens qui n'ont pas pu assister, qui voudraient, et en 2024, l'année de la physique, tu l'as refait à... C'est ça, là, mais c'est ces dates-là à Saint-Paul et à Saint-Denis. Ah oui, d'accord. L'année de la physique dure jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024. Mais de toute façon, je ne m'arrêterai pas parce que c'est peu l'année de la physique. Hein. Je retirerai juste le logo de la première slide.
Bon ben merci, merci infiniment. C'était vraiment intéressant. Alors on va parler de l'avenir. Yves a quelque chose à dire sur la prochaine. Oui.